Philippe Lévesque, jardinier, maraîcher, guide. Ma formation de base, c'est guide en tourisme d'aventure. J'ai fait aussi de la géographie environnementale à l'Université de Montréal. J'ai voyagé pas mal, puis dans plusieurs endroits, plusieurs projets sur lesquels je suis allé travailler en voyage. Il y avait souvent un volet agricole très présent. Puis les voyages, c'était surtout l'Afrique, l'Afrique noire, que ce soit l'Afrique du Sud, le Congo, la Mauritanie. Dans ces trois destinations-là, les endroits où j'ai été, il y avait des projets maraîchers comme ça, dans des villages très pauvres. Puis je trouvais ça très inspirant. Je me disais, c'est une belle façon de se donner les moyens de ses ambitions, de s'en sortir. Puis ça m'a inspiré quand j'étais à Montréal. Puis pendant un moment, je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que la société avait besoin. Puis le retour à la terre est devenu une évidence. Puis je suis revenu dans ma petite ville natale de Drummondville. Puis on a trouvé un terrain magnifique pour commencer le projet d'Archiferme. Le dernier projet de voyage que j'avais fait, c'était en Afrique du Sud, dans la Rustlers Valley, ça s'appelle. Puis il y avait un village africain classique. Puis nous autres, on avait été mandatés pour aller bâtir une crèche, qu'ils appellent les Français, une garderie. Mais dans les villages africains, il n'y a pas vraiment de garderie. Les gens s'occupent de leurs enfants. Puis là, mais avec le projet maraîcher, il y avait tellement de besoins de main-d'œuvre que les femmes ils ont demandé à ce qu'on les aide avec la garderie. Puis c'est sûr, quand tu vois des gens qui vivent avec 2 $ par jour, s'en sortir, c'était un village qui rayonnait dans cette région-là d'Afrique du Sud. Puis, c'est venu me chercher, ça m'a donné envie de m'en inspirer pour m'en sortir moi-même, parce que financièrement, c'était pas facile. Puis, travailler pour travailler, ça faisait pas partie de mes valeurs. Fallait que je sente que ça servait à quelque chose, ce que je faisais de 7 h le matin à 5 h le soir. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, je me suis dit, OK, on va réfléchir. Comment on peut faire ça? Comment on peut se donner les moyens de s'en sortir? L'inspiration est venue de Jean-Martin Fortier. Jean-Martin Fortier, c'est celui qui a écrit le livre « Le jardinier maraîcher ». Puis quand on prend connaissance de toute la matière dans ce livre-là, on a l'impression que c'est facile. C'est facile de faire un jardin comme ça. Ça va être grandiose. Puis go, on fait des maths sur des papiers. Moi, j'étais dans mon appartement à Montréal. Puis, tu sais, je sketchais, je comptais. Puis là, j'avais un projet de fou. Je voulais cultiver 5 acres. C'était un chiffre d'affaires de, je pense, 600 000 $. Tu sais, c'était vraiment... On avait l'impression, avec ma conjointe à ce moment-là, que c'était facile. Puis, c'est sûr que quand on commence à travailler le terrain, semer, là, on se rend compte de tout le travail qu'il y a en arrière de ça. C'est pas juste théorique. Quand on tombe dans la pratique, dans le concret, là, on ralentit. Ça a quand même été un coup dur de voir que le plan initial, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, vous verrez probablement jamais le jour. Mais je suis convaincu que ça prend quand même un objectif grandiose. Pour arriver à faire un truc comme ça, avec zéro moyen, juste de l'aide de tout bord, ça prend quand même un objectif on donne un bon objectif, puis après, tranquillement, on navigue là-dedans, puis on le fait bien. On le fait à notre échelle. Je pense que d'avoir une petite production maraîchère dans notre village, c'était une nécessité, c'était un besoin. Tout ce qui tourne autour des saines habitudes de vie, je veux dire, de travailler la terre, comment je pourrais dire ça? Prêcher par l'exemple, de dire, OK, regarde, moi, j'ai envie de me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui me passionne, je fais ce qui m'intéresse. Fait que l'objectif, je te dirais, principal, c'était de se sentir bien, de se sentir utile. Puis en plus, d'en faire bénéficier le plus grand nombre, toutes les familles qui sont venues ici, qui ont pris leur abonnement au panier bio.
tu as l'impression d'être utile, de contribuer à la société de la bonne façon. Au départ, ça a été... tu sais, je vais te donner une petite anecdote, là, mais mettons, on cultivait une vingtaine de variétés de tomates. Puis j'avais des gens du village qui venaient puis ils me disaient « As-tu des tomates normales? » Tu te dis, mais non, ils sont toutes normales, ces tomates-là, c'est des tomates ancestrales, tout ça. Les gens, même s'il y a 3000 autos par jour qui passent devant mon kiosque, ça a pris au moins 1 an avant que les gens prennent cette habitude-là de dire oh, on va aller chercher nos légumes avant d'aller à l'épicerie. Pas on va faire tout notre Costco puis toutes nos affaires, puis après, on ira voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Ça a pris au moins 1 an avant d'amener les gens à voir ça comme un garde-manger, pas juste comme une activité à faire avec les enfants ou d'en parler, de venir dire « Wow, c'est beau ce que tu fais », mais on va continuer à aller acheter nos tomates industrielles à l'épicerie. Fait que ça s'est bâti. À la 3e année, on sentait là, que les gens de Drummondville se déplaçaient, venaient ici chercher leurs légumes. Il y avait vraiment... il y a eu un réel engouement. Les gens ont réellement eu envie de s'impliquer parce qu'ils ont vu un gars débarquer à Saint-Majorique, partir d'un terrain en gazon, travailler de 6h à 9h, de 6h le matin à 9h le soir, puis ça les a touchés. Puis là, l'aide est venue de tous les côtés pour cultiver le terrain. Après, les habitudes alimentaires des gens, ça ne change pas en un claquement de doigts. C'était une première dans le village de Saint-Majorique, d'avoir un jardin comme ça, des légumes frais de saison disponibles. Puis, ça a pris quand même une bonne année avant que les gens se disent « OK, on va aller là chercher nos légumes, puis peut-être on mangera un peu plus de concombres, de tomates, de salades qui viennent de notre village, bien que ça ne faisait pas partie nécessairement de leurs habitudes. » Fait que l'aide est venue surtout pour préparer le terrain, mettre en culture. J'ai eu des gens de partout qui sont venus me donner des plantes, me donner des journées. Il y avait énormément de gens qui venaient ici dire « Wow, c'est magnifique ce que tu fais, j'aimerais ça faire ça moi aussi. » Ça a été assez énergivore, on va se le dire. Tous les gens qui ont aussi lu Jean-Martin Fortier puis qui voulaient s'inspirer ou en tout cas être encadrés, coachés pour faire des projets comme ça. Mais c'était nourrissant. C'est le fun d'échanger avec d'autres passionnés puis d'autres mondes qui ont envie de contribuer. Il y avait les deux volets, les deux grandes... les deux grands axes, c'était vraiment faire quelque chose qui fait du sens, faire le bien, puis s'en sortir financièrement. Puis quand on prend connaissance de la théorie, on a l'impression que c'est beau, c'est parti, ça va bien aller. Puis après ça, on commence, on cultive, puis là, on ouvre le kiosque pendant 3 heures, puis on vend 25 pièces de légumes. Puis là, on se dit, OK, wow, j'ai fait ça pour 25 pièces. Pas grave, on continue. Parce qu'on est passionné, puis on aime ça, puis la réponse est là. Les gens ils viennent aider, les jeunes aiment ça, tout va bien, mais financièrement, c'est un fiasco. Puis là, inévitablement, le mental prend le dessus parce que tu travailles 100 heures par semaine, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça va être le projet le plus passionnant du monde. Si tu vis dans la pauvreté, psychologiquement, c'est pas intéressant. Puis entre-temps, j'ai eu un bébé. Puis c'est sûr que quand on a un enfant, les priorités changent. C'est plus une question de passion, c'est une question d'adaptation. Puis là, ça prenait de l'argent. Puis ça a été le début de la fin quand j'ai accepté un emploi à temps plein, en plus d'un autre emploi à temps plein. Avec deux jobs à temps plein, comme je disais, c'était le début de la fin. L'énergie baissait. Puis, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter complètement parce que là, j'avais plus l'énergie de venir faire ce que j'aimais. Puis, j'avais plus l'énergie de gagner ma vie pour subvenir aux besoins de ma fille puis aux miens. On cultive le jardin en famille, tout le monde est là, tout pousse bien. Puis, là vient le temps de vendre les légumes. Mais un jardin comme ça, plein champ, légumes de saison, ça fait que si tu as 600 plants de tomates, toutes tes tomates sont prêtes en même temps. Puis ça, c'est un problème que j'ai rencontré parce que je ne m'attendais pas à ça. Tomates, concombres, à un moment de la saison, c'est des tonnes à gérer.
Mais les gens n'achètent pas plus. Les gens qui achetaient une livre de tomates par semaine, là, c'est pas parce que toi, tu en as 4 tonnes qu'ils vont en acheter 6 livres par semaine. Puis là, ben, ça devient un problème parce que ben, on a fait tout ce travail-là, on a impliqué tous ces gens-là, on a fait pousser ces belles variétés-là, mais là, ils vont pourrir dans le champ parce qu'il n'y a pas plus de monde pour les acheter. Fait que les légumes de saison, c'est un des gros défis, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'abondance, quand il y en a des tonnes de... Et puis là, ça a été une déception parce qu'il y a eu de la perte. J'ai été obligé, ben pas obligé, mais j'ai donné à plein de monde des légumes. Puis finalement, ben on récolte pas vraiment le fruit de notre travail. On le partage, il y a des gens qui en profitent, mais comme je disais au départ, financièrement, au moment où tu es supposé récolter, là, puis ben, il n'y a pas plus d'argent de disponible. Il y a des pertes au moment de l'abondance, il y a de la perte, puis l'éducation, l'éducation alimentaire. On se rend compte qu'on part de loin. Il y a comme, je sais pas, il y a comme une croyance que la vie, il faut que ça aille vite. Manger, il faut que ça aille vite. Fait qu'on aime mieux acheter... On aime mieux aller acheter des produits transformés à l'épicerie ou dans les restaurants parce que ça va vite, sans jamais vraiment penser à c'est quoi l'impact sur mon corps, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait de manger du transformé versus des légumes crus, pas transformés. Puis la déception, ça serait de réaliser où on est rendu en tant que société. Qui mange des légumes crus? Quand vous êtes arrivé ce matin, je mangeais un piment comme une pomme, il est 8 heures le matin. Qui fait ça? On est déconnecté, je pense, en partie de la nature, en tout cas de notre façon de s'alimenter n'est plus connectée du tout avec la réalité. La réalité, c'est que on a toujours mangé des fruits, des légumes, des noix, un peu de viande. Puis là, ben, au lieu d'apprécier ça, ce qu'on apprécie, le symbole d'une vie réussie, c'est d'aller au restaurant manger quelque chose qu'on n'a aucune idée c'est quoi les ingrédients qu'il y a dedans. Fait que c'est sûr que moi, ça a été difficile de réaliser que on faisait tout ça. On avait une abondance de fruits et légumes. La première année, je pense qu'on avait 35 variétés de fruits et légumes, mais que les gens, comme je disais au départ, cherchent la tomate parfaite, le concombre puis la salade. Mais avez-vous entendu parler du céleri rave, de la courge crookneck, du chou rave, des légumes un peu spéciaux qui amènent de la diversité dans votre assiette, mais parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils sont... devenus inconnus, parce qu'au départ, tout le monde mangeait ça, ben là, il y a un travail d'éducation à faire. Puis je pense que moi, je peux en faire un bout, mais je pense qu'en tant que société, il y a une prise de conscience à avoir sur notre façon de s'alimenter. Puis si on éduque des enfants de 4-5 ans à l'agriculture sur petite surface, le maraîchage diversifié, quand ils sont en bas âge, bien automatiquement, ils auront ce réflexe-là plus tard d'aller chercher la carotte. Puis si tu veux, je vais te raconter la petite anecdote du petit garçon. Il avait 4 ans, je pense. Il est venu ici avec son papa chercher des carottes. Puis je n'avais plus de carottes. Le rang de carottes, il était fini. On avait toutes vendu nos carottes. Puis le petit garçon, naturellement, il a dit à son papa, « Ouais, mais il va en avoir. Il arrive quand le camion de carottes? » Puis là, on a dit, « OK, mon garçon, viens. » Puis là, on lui a montré le jardin. Il a vu des carottes, ça poussait dans la terre. Il y avait le premier rang, le premier semis de carottes, il était tout vendu. Mais on a pu lui montrer le deuxième qui est en préparation. Et automatiquement, cet enfant-là, pour le restant de ses jours, il sait que la carotte, c'est concret pour lui. Tandis que l'enfant qui a toujours vu la botte de carottes à l'épicerie, bien pour lui, la carotte, ça pousse sur une tablette. L'enfant, s'il ne l'a pas vu, le jardin, s'il n'a pas sorti une carotte de la terre, la nettoyer avec ses mains puis la manger, il ne peut pas avoir cette connexion-là avec la nature. Fait que ça c'était énergisant puis c'était payant. Aujourd'hui, j'ai été approché pour faire de la pédagogie par la nature avec un groupe de 4-5 ans. Puis, tout l'été, j'ai pas opéré mon jardin, mais j'ai continué de recevoir des groupes, notamment le camp de jour du Carrefour Jeunesse Emploi ici dans notre petite ville. Ils sont venus à toutes les semaines. Puis, ça venait
réallumer la flamme initiale qui était de faire le bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on mélange la sphère financière avec la passion, on dirait que ça, en tout cas pour moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Puis il a fallu que je laisse tout de côté pour revenir avec la valeur initiale qui était de transmettre, qui était de transmettre une passion, puis qui était de faire le bien à travers cette passion-là. Puis aujourd'hui, ben, je travaille dans une garderie dans mon village avec des jeunes qui ont envie de connaître la nature, qui ont envie d'apprendre en nature, puis que ce soit avec un jardin ou des marches en forêt, ça vient rechercher cette fibre-là qui était de faire le bien, qui était d'avoir un sens, de toucher les gens positivement. Dans le futur, c'est sûr, Archiferme va continuer. Archiferme va continuer probablement sous un autre nom, avec une approche similaire, mais des objectifs différents. L'idée, ça serait vraiment d'avoir chaque semaine des groupes pendant l'été, pendant l'automne, le printemps, puis pendant l'hiver, de préparer, de préparer les plans de jardin, de faire des semis. Ces jeunes-là, ils ont la curiosité. Moi, je l'ai vécu avec ma fille qui a 3 ans et demi. Elle a fait tous les semis de melon, tous les semis de concombre. C'était quelque chose de concret pour elle. Puis aujourd'hui, quand on prend une collation puis qu'on coupe un melon, ça fait du sens dans sa tête. Puis moi, ben, c'est ma paye, ça me remplit. Puis je me dis que si elle a réagi comme ça, ben la majorité des enfants vont vivre une émotion similaire. Puis je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont besoin de vivre des expériences très concrètes comme celle-là, simples et concrètes.